Bonjour et bienvenue chez Frico Féminin. Frico Féminin, c'est la chaîne où les rêves professionnels et financiers des femmes prennent vie. Et aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui, à toutes, vous pose souci, qui est la peur de manquer, et notamment la peur de manquer et les insécurités financières au moment où on décide de se reconvertir professionnellement et notamment d'essayer de monter un projet d'entreprise. Et c'est un sujet qu'on va évoquer à deux voix avec Laura. Bonjour Laura. Hello Ophélie, merci pour ton invitation. Et avant de passer à cette interview, je vous invite à vous abonner à Frico Féminin, à nous mettre un pouce pour soutenir la chaîne et à télécharger votre bonus dans la description, les 6 secrets pour libérer votre potentiel et vous libérer professionnellement. Laura, en démarrage de cette interview, est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu quel a été ton parcours professionnel et comment et pourquoi tu en as décidé de sortir du fonctionnariat? Merci et avec plaisir. Alors, j'ai souvent à cœur quand on me demande de présenter qui je suis dans la vie en général, de ne pas forcément évoquer justement ma casquette professionnelle. On dit toujours: «Qu'est-ce que tu fais dans la vie?» et on répond souvent, par son métier. Alors, j'aime à dire que, en fait, en réalité, je suis une grande voyageuse, une exploratrice, très curieuse de la vie, curieuse d'apprendre. Et donc, c'est tout naturellement que j'ai commencé mon parcours professionnel par des études de géographie. Donc, j'ai été dans un master de géographie, cartographie. Par la suite, du coup, j'ai basculé sur le master MEF, donc du coup, pour devenir professeur. Donc, j'ai été professeur d'histoire-géographie pendant 5 ans. Pendant 5 ans, donc, j'ai enseigné auprès de lycéens, j'ai travaillé dans des collèges ruraux, j'ai fait aussi un parcours en REP+, donc les collèges à public difficile. Et alors du coup, j'ai vraiment apprécié cette expérience professionnelle. Ça a été un vrai plaisir d'échanger avec les élèves, de monter des projets. Alors j'avais toujours cette fibre du voyage, donc participer à des projets de voyage. Donc j'ai emmené mes classes jusqu'en Grèce. Donc voilà, le voyage coûte que coûte. Et un jour, en fait, finalement, les années filant, la flamme s'est peu à peu éteinte. Alors je dirais pas que c'était la flamme de l'enseignement, j'ai vraiment toujours cette passion de partager. Ça a été d'ailleurs assez difficile de se détacher de cette casquette de professeur d'histoire-géographie, mais les frustrations se sont accumulées, les conditions de travail étaient plutôt compliquées. J'étais, souvent mutée, à des, centaines de kilomètres de mon vrai chez moi. Donc, quand mon conjoint, lui, a un CDI à 150 kilomètres de ma mutation, ça fait qu'on est tous les deux à faire beaucoup de trajets, la fatigue s'accumule et le contexte est qu'aujourd'hui en France, la reconnaissance vis-à-vis des professeurs est de moins en moins présente et donc on donne beaucoup de son énergie, on donne beaucoup de sa passion pour peu de retours. Le seul retour qu'on a, bon, heureusement qu'on les a, c'est justement les élèves, mais parfois, vu l'investissement qu'on y donne, ça ne suffit pas toujours. Et donc malheureusement pour moi, j'ai eu un gros burn-out. Alors le burn-out, c'est matérialisé par un arrêt de mon corps du jour au lendemain. On ne peut plus se lever, on ne comprend pas. Enfin, moi, vraiment, je n'avais plus aucune énergie. Impossible pour moi de me rendre à mon poste. Donc, j'ai eu 3 mois d'arrêt maladie. Et c'est arrivé au moment aussi de la pandémie de Covid-19. Donc, par la suite, j'ai enchaîné avec 3 mois de fin d'année scolaire à distance. Donc, il y avait la continuité pédagogique. Et ça a été cette période à peu près de 6 mois où là, mon corps était complètement HS. J'avais de gros problèmes de santé, notamment de digestion. J'en ai profité, on va dire, j'ai saisi cette opportunité du burn-out, puisque moi je pense que finalement le burn-out c'est un vrai message intérieur qui est de nous faire réagir qu'on n'est pas forcément à notre place. Et j'ai profité de ce burn-out pour prendre du recul et réfléchir à quelles sont mes vraies envies, qu'est-ce que j'ai vraiment envie de faire. Et ça a découlé sur un projet où j'ai demandé ma disponibilité pour l'année scolaire suivante. Et pour partir voyager, voilà, c'était pas forcément à la base un arrêt du fonctionnariat pour une reconversion, mais j'avais besoin de cette pause. Donc j'ai décidé, mon mari aussi à cette époque-là, ça n'allait pas forcément lui non plus dans son travail. Donc lui, il a carrément choisi la porte de la démission. Donc lui, il savait qu'il ne voulait plus faire ce métier. Il était cartographe dans une entreprise. Et on a décidé tous les deux de moi mettre une pause et être en disponibilité, lui de démissionner pour partir à l'étranger. Donc voilà comment s'est fait, on va dire, le premier pas de côté pour sortir un petit peu, un premier pas pour sortir du fonctionnariat. Donc, premier conseil que tu pourrais donner, prendre du temps pour soi.
Exactement, voilà, c'est vraiment le temps. D'ailleurs, on avait monté un projet, pour un blog de voyage au départ sur, prendre le temps, de regarder, contempler les paysages. C'est vrai qu'on part beaucoup, enfin, on connaît beaucoup de gens qui partent en voyage juste pour dire, la checklist: «J'ai fait ce pays». C'est vrai que nous, on est partis sur un mode de voyage assez lent, donc on appelle ça le slow travel et donc on est partis donc, au départ, on avait pris un visa pour aller en Nouvelle-Zélande. Malheureusement, le covid et les frontières fermées n'ont pas réouvert, sur, le temps de notre, disponibilité, enfin ma disponibilité. Mais, on en a profité pour partir quand même dans la zone, donc, Pacifique et on est parti pour presque 6 mois en Polynésie française et c'est de là qu'est né vraiment le temps de la pause et justement un changement de mindset, un changement de mentalité au contact des Polynésiens qui n'ont absolument pas, la même façon de vivre, que chez nous en métropole. Finalement, vous vous êtes rendu compte qu'il y a beaucoup de gens qui vivaient avec beaucoup moins et qui n'avaient pas la peur de manquer certainement? Alors, bah, c'est justement pendant ce voyage, qu'est née, ma prise de conscience de certaines pensées limitantes ou des freins, où je me souviendrai toujours, bah, on a beaucoup vécu, chez l'habitant durant ce voyage, donc 90 du temps, on était chez les locaux. Il n'y avait aucun hôtel, enfin, on était dans la période quand même de pandémie, donc tous les hôtels avaient fermé. Il n'y avait pas d'autre choix que de vivre, en fait, soit en Airbnb, soit chez l'habitant. Donc nous, on avait choisi de, au maximum, aller au contact des locaux et je me souviendrai toujours de ces 10 jours passés sur une toute petite île, l'île de Mopiti. Ça fait, il faut 2 heures à pied pour faire le tour de l'île et on était donc dans cette famille, et en fait, pendant les 10 jours où on était chez eux, il n'y avait pas de porte à notre chambre pour dire la proximité avec laquelle, on était, avec cette famille et donc on les regardait, on les observait beaucoup. Ils cuisinaient, ils faisaient la fête avec leur famille, leurs amis, ils faisaient la lessive, ils allaient, pêcher, qu'ils avaient leur potager, ils récoltaient les fruits et au bout d'un moment, au bout de 10 jours, enfin, ils étaient quand même assez jeunes, hein, ils avaient, je dirais, une quarantaine d'années. On leur demande: «Mais vous ne travaillez pas?» et ils nous disent: «Bah, pourquoi?» Du coup, là, un gros shift dans notre tête, mais ils nous ont dit: «Ben, notre maison est payée, c'est la maison de nos parents». Enfin, en fait, les maisons se transmettent vraiment, de génération en génération ou alors les terrains et ils construisent eux-mêmes leur maison. Ils avaient leur maison payée, ils avaient de quoi manger, ils ont dit: «Bah, on dort bien, on mange bien, pourquoi travailler?» En fait, ils travaillent uniquement quand les besoins augmentent. Donc s'ils ont besoin de partir en voyage, s'ils ont besoin d'acheter une voiture, bah, là va naître l'idée qu'on a besoin de travailler. Mais sinon, bah, la priorité première pour eux, l'occupation de leur journée, c'était de vivre et de regarder le lagon. Donc ils avaient une vue magnifique, bah, une vue, je dirais, à 1 million, malgré qu'ils ne soient absolument pas millionnaires. Mais leur petit rituel, c'était de s'asseoir sur un tout petit banc mobile en bois et de regarder la vue. Et là, on s'est dit, ouais, c'est vraiment notre projet, prendre le temps de contempler. Voilà, c'est là qu'est née l'idée, mais en fait, notre vie ne sert pas à travailler, on travaille pour vivre. Et du coup, tu as revu toutes tes croyances sur le temps, l'argent, la sécurité, le travail. Quelles étaient les croyances limitantes justement que tu avais, qui t'avaient été transmises certainement par tes parents? Si tu es devenu prof et que tu es parti dans l'éducation nationale, certainement que cette question, de la sécurité de l'emploi, de la peur de manquer était quelque chose qui t'avait été transmis aussi par les autres et quelle était leur réaction quand tu as décidé de lâcher prise là-dessus pour te construire une vie professionnelle plus épanouissante pour toi? Alors exactement, la peur de manquer, pour moi, enfin, en ayant, bien décortiqué ce sujet, en l'ayant regardé, analysé, parce que je l'avais effectivement, je dirais que mes 2 principales freins ou mes croyances limitantes, c'était le syndrome de l'imposteur. Me dire que à part prof, où j'avais quand même beaucoup de compétences, mais on va dire thématiques sur la géographie, sur l'histoire, je me sentais pas forcément légitime, de transmettre des informations, sur d'autres sujets où je n'avais pas de diplôme. Alors j'avais quand même passé un CAP pâtisserie par passion. J'ai toujours été passionnée de cuisine. Donc, c'est vrai qu'aujourd'hui, je me dirige vers, le coaching en nutrition, mais ça n'a pas été tout de suite, fluide d'accepter l'idée que j'étais légitime de parler de ce sujet et donc l'autre croyance, donc en plus du syndrome de l'imposteur, c'était vraiment la peur de manquer d'argent et ça, je l'analyse effectivement comme une transmission, familiale. Donc, dans ma famille, mes grands-parents ont été très impactés et touchés par, la Seconde Guerre mondiale en ayant vécu dans les Vosges. Bon, c'est aussi, je pense, pour ça que je me suis dirigée vers la fonction de professeure d'histoire-géographie. J'ai un passé en lien avec, bah, du coup, la Seconde Guerre mondiale, la Résistance, un arrière-grand-père, résistant, qui a été aussi fusillé pendant cette période et donc forcément, bah, ça marque et ça se transmet. Mes parents ont également, je pense, hérité de cette peur avec des garde-manger pleins à craquer,
Et du coup, bah, c'est vrai que j'ai analysé ça en me disant: «Mais est-ce que c'est vraiment moi qui ai peur de manquer d'argent ou est-ce que c'est, plutôt une projection de quelque chose qu'on essaye de me faire croire?» Et en réalité, effectivement, voilà, mon mari, lui, n'avait aucun problème avec cette peur de se lancer, en freelance, donc à la base, on avait mon mari qui était en CDI, moi qui étais dans la fonction publique et pour l'anecdote, en fait, le jour où on a décidé de moi demander ma dispo et lui de démissionner, c'était le jour où on avait rendez-vous pour aller signer pour acheter une maison. Donc en fait, on avait nos parents avec qui on avait, rendez-vous le soir au dîner pour, fêter le fait qu'on achetait une maison et qu'on allait devenir propriétaire. Tout était, vraiment, bah, programmé, les rendez-vous et le soir, on les reçoit pour manger et en fait, on leur annonce que, bah, non, en fait, on n'a pas du tout signé pour la maison. On a, et démissionné, enfin, le projet, on l'avait pas encore fait, mais on en avait fait le choix et de démissionner et d'envoyer la dispo pour partir en Nouvelle-Zélande. Et bon, ils sont vraiment, tombés un peu de leur chaise, on va dire et c'est vrai que ça a été un sacré choc pour eux de se dire: «Mais attends, on a manqué quelque chose, vous nous avez pas vraiment tout expliqué» et enfin, et voilà, il a fallu un petit temps d'explication, mais pour certains, je pense que la sécurité, je pense qu'il y a une croyance limitante aussi au niveau personnel, là, c'est pas du côté pro, mais qu'acheter une maison va être, source de bonheur et en fait, pour nous, cette sécurité n'en était pas du tout une puisque à l'inverse, bah, c'était un engagement sur, bah, nous 25 ans effectivement avec un emprunt, assez lourd et en fait, bah, dans l'idée qu'on n'était plus trop à l'aise avec nos boulots, bah, si on s'engageait sur ce chemin, ça nous engageait et là, on se créait une situation d'insécurité à l'avenir. Donc en fait, on a décidé de ne pas s'engager sur ce point pour garder justement une certaine sécurité, dans l'idée de ne pas avoir peur de manquer d'argent puisque là, justement, on aurait été engagé et on aurait peut-être et sûrement manqué d'argent si on avait voulu se reconvertir à ce moment-là. Oui, c'est intéressant ce que tu dis parce que souvent, c'est des constructions familiales. On nous a, les femmes, pour beaucoup transmis le fait que la sécurité, c'était d'avoir un toit sur la tête, un revenu régulier et quelque part de faire des enfants et de s'inscrire dans une construction qui est transmise depuis des générations et des générations. Et notamment, bah, chez les femmes, la peur du manque est beaucoup plus présente parce qu'on est peu nombreuses à avoir eu des mamans qui étaient indépendantes, autonomes et libres financièrement, puisque les femmes n'ont le droit de disposer librement de leur argent que depuis 1965. Moi, ça correspond à la génération de ma mère. Donc, on est peu nombreuses à avoir eu des modèles et à nous avoir transmis d'autres messages. Et inconsciemment, on continue à reproduire ce que nos parents nous ont transmis et ce qu'on voit autour de nous. Et on est peu nombreux, finalement, à remettre en question ces croyances-là. Moi-même, quand j'ai décidé de switcher du salariat vers l'entrepreneuriat, ça a étonné tout le monde. Je pense que tout le monde m'a pris pour une dingue parce que j'étais pour beaucoup entourée de personnes qui prenaient la sécurité de l'emploi. Et pour autant, c'est quelque chose qui se travaille, et notamment, ça se travaille en regardant la liberté et le coussin financier différemment. Est-ce que les charges liées à une maison, c'est une réelle sécurité financière? Non. Par contre, une bonne épargne de précaution et une stratégie un peu diversifiée sur l'argent, voire appliquer une forme de frugalité dans son mode de consommation et un minimalisme, c'est la meilleure manière d'être relativement détendu sur les questions d'argent. Toi, du coup, dans les routines financières, vous aviez prévu votre coussin de sécurité quand vous êtes parti et que vous avez décidé de switcher professionnellement. Du coup, vous avez réaffecté les apports de la maison sur quelque chose qui vous permette de vous former et de lancer vos activités? Alors ouais, exactement, bah, le coussin financier, on l'avait puisqu'on était prêt à acheter une maison, on avait un apport et en fait, on a juste déplacé, bah, l'utilisation de cet argent. Donc, pour le coup, à la base, donc on est quand même partis, pour ce fameux voyage. On a cumulé 1 an de voyage pendant, la pandémie de covid et finalement, bah, on s'est rendu compte que c'était un investissement. Enfin, ce voyage nous a vraiment enrichis sur le plan personnel, sur le plan, bah, la connaissance de soi. On a pris du temps pour nous et en fait, ça a été le moyen de prendre conscience que voilà, investir en soi, ce n'est pas forcément perdre de l'argent, au contraire et ça a été le début de l'investissement ensuite dans des formations pour se reconvertir et aujourd'hui, ben, on est, complètement alignés avec l'idée d'avoir, utilisé cet argent, à cette fin pour, construire, notre projet professionnel, à tous les 2. Oui, finalement, investir sur soi, c'est l'investissement qui nous rapporte le plus et changer son mindset parce que, quand on passe de salarié et notamment salarié dans la fonction publique à entrepreneur, il y a beaucoup de croyances qu'il nous faut remettre en question justement pour ne pas pâtir de ces questions de peur du manque et de sursécurité.
Quels sont tes meilleurs conseils justement pour une femme qui aurait envie de se reconvertir et lancer un nouveau projet d'activité autour de l'entrepreneuriat? Alors, bah, je dirais qu'en fait, si on a la peur de manquer d'argent, la relation à l'argent va vraiment illustrer, notre confiance, notre calme intérieur, la paix intérieure et plus on a cette insécurité intérieure, plus on va déplacer ça sur la peur de manquer en général et la peur de manquer d'argent notamment et donc je dirais que si on a vraiment ces craintes ou ces croyances limitantes, ces freins, il vaut mieux travailler en priorité sa confiance, la confiance en soi et essayer de retrouver au maximum le calme intérieur. Puisque plus c'est calme à l'intérieur et plus on va être à l'écoute des messages que notre corps, notre âme peut nous envoyer. Plus on est, apaisé, relaxé, ben, plus on va pouvoir écouter et prendre le temps d'écouter ces signes. Alors que si on est vraiment dans la panique, ils peuvent passer, à la trappe et finalement le message va revenir que plus fort. Donc je dirais en conseil, en petite, routine, quotidienne, c'est essayer de au lieu d'avoir envie, de réduire la peur, augmenter sa sécurité et du coup, dans ce cas-là, bah, en fait, la peur va réduire, d'elle-même, en fait et donc pour ça, bah, je dirais des plein de techniques, liées au calme, la méditation. Alors moi, je pratique la méditation tous les jours, tous les matins, avant de commencer le travail, je prends 10 minutes au moins de respiration. Alors la méditation, c'est quelque chose, qu'il faut muscler, c'est une technique assez, on va dire assez challengeante au départ. L'idée n'est pas d'arrêter ses pensées, mais plutôt de les voir passer et finalement d'identifier quelles sont nos pensées, un peu obsédantes et voir si on s'y accroche ou pas. Je dirais également donc la cohérence cardiaque, qui est du coup une technique de respiration qui permet de ralentir et de rééquilibrer, le système nerveux et donc de se recalibrer sur le système nerveux parasympathique, qui est le système nerveux qui permet, d'être plus dans une phase de relaxation justement et donc la cohérence cardiaque, c'est une technique, on dit que c'est la technique du 3-6-5. C'est 3 fois par jour, faire 6 respirations par minute pendant 5 minutes et du coup ça permet vraiment au corps de redescendre en pression. Pour améliorer sa confiance en soi, je dirais aussi de passer à l'action, donc ne pas juste penser sa vie, imaginer, plein de scénarios qui finalement ne peuvent, jamais se réaliser, mais plutôt agir directement et c'est en agissant qu'on réduit, la zone d'inconnu qui nous fait tant si peur, en fait et plus on fait des choses qu'on ne connaît pas et moins on aura l'impression d'être dans une zone d'inconfort et d'inconnu, donc je dirais que la confiance vient en agissant et donc passer à l'action. Oui, je suis assez d'accord avec toi. Il y a pas mal de personnes qui pensent qu'il faut avoir confiance en soi pour passer à l'action, alors que la confiance en soi vient en se rendant compte qu'on est la personne qui est passée à l'action et qui a réalisé tous ces petits pas qui finalement, au bout d'un moment, font beaucoup de choses et changent beaucoup de choses dans nos vies. La même chose, donc tu évoquais la cohérence cardiaque, la méditation, je dirais plus généralement les états de conscience modifiés, donc la méditation, l'hypnose guidée, ainsi de suite, sont des choses en fait qui permettent de dépolariser, notre mental pour quelque part le brancher sur la fréquence de la vie qu'on aimerait avoir. Autre chose, c'est visualiser la vie qu'on a envie d'avoir. Il y a peu de personnes qui ont un projet de vie et qui du coup se retrouvent dans une forme de néant parce que la peur du manque vient obséder leur mental, là où ils pourraient remplacer quelque part ces pensées un petit peu obsédantes. J'appelle ça moi le syndrome des dents de la mer, c'est-à-dire le pire qui puisse arriver par le meilleur qui puisse arriver. Et en s'entraînant à visualiser en état de conscience modifié le meilleur qui nous peut arriver, c'est étonnant de voir à quelle vitesse on arrive à avancer vers ça. Est-ce que tu le fais aussi? Ouais, bah, en fait, c'est exactement ce que j'allais te dire. C'est que, une de mes techniques aussi pour réduire la peur du manque ou la peur en général, c'est qu'en fait, c'est une technique d'imaginer le pire si cette peur qui nous fait si peur se réalisait. Donc, souvent je pense un peu à je sais pas si certains ont la référence de Harry Potter en cours de défense contre les forces du mal où ils s'entraînent avec, leur professeur à lancer un sort pour ridiculiser au maximum, leur plus grande peur et en fait, bah, du coup, d'imaginer si notre plus grande peur se réalise, bah, ça permet vraiment de nous calmer et d'imaginer une solution, un plan de secours si jamais ça se passe. Donc moi, par exemple, ma plus grande peur quand on a décidé de ne pas acheter notre fameuse maison et de partir à l'autre bout du monde, c'était de ne plus avoir d'argent et de ne plus avoir de toit. Donc me dire: «Bah, j'aurai plus de toit, où est-ce que je vais dormir?» et en fait, quand on est revenu de ce fameux voyage, on a acheté un van, donc un Kangoo aménagé et donc un minivan et là, je me suis dit: «Mais en fait, même si on devait ne plus avoir d'argent, ne plus avoir de maison, on a, notre van dans lequel on vit notre meilleure vie quand on part en vacances et j'ai mon plan de secours et ça me sécurise vraiment. Donc toujours imaginer
le plan. Enfin voilà, on peut visualiser sa vie pour le meilleur, mais ça peut aussi être le cas de visualiser sa vie pour tout ce qui peut arriver de pire et en fait se dire: «Si ça se réalise, bah, ça ira, je ne vais pas mourir». Oui, s'entraîner à être en sécurité sans argent aussi et à ressentir ça. Voilà, exactement. Du coup, pour conclure cette interview, est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus sur ton projet professionnel actuel et comment est-ce que tu vois les choses pour toi maintenant? Maintenant je réfléchis beaucoup en termes d'opportunités et donc j'ai 2 grands projets, actuellement, à la fois sur le plan personnel et sur le plan, pro. Donc déjà sur le côté personnel, c'est que j'ai toujours, cette, envie folle de voyage et donc avec mon mari là pour le début janvier 2024, on a décidé de partir et de franchir le pas, de notre, fameux, PVT, donc le fameux visa qu'on avait pris pour la Nouvelle-Zélande qu'on n'a pas pu, mettre en pratique. Enfin, on n'a pas pu se rendre en Nouvelle-Zélande à cause de la pandémie et donc là, on change de destination, mais on garde le même projet. On part en Australie et donc l'Australie va nous permettre, ben, on ne sait pas justement, de peut-être vivre beaucoup d'aventures en termes de voyages, de rencontres, d'opportunités professionnelles, également et sur le côté, professionnel, du coup, on a un projet donc que je mène depuis, plusieurs, mois, déjà. Enfin, j'ai ouvert un blog, donc je suis la blogueuse Madame Shiitake et ce projet, c'est, donc réinvestir ma casquette quand même d'enseignante, de prof, puisque j'ai toujours cette passion de transmettre, mais justement, partager sur, tout ce que j'ai pu expérimenter donc depuis maintenant, bientôt 3 ans, sur le plan, alimentation, nutrition, bien-être holistique, donc apprendre à se nourrir à tous les niveaux, que ce soit, nourrir et répondre à ses besoins corporels avec l'alimentation la plus saine possible et la plus individualisée aussi. On a chacun des façons de digérer, des intolérances propres et donc ça permet, de répondre et d'apprendre à être autonome, par rapport à son propre corps et aussi, trouver, bah, qu'est-ce qui nous fait vibrer? La question de la mission de vie, d'éviter le burn-out, donc le bien-être, heu, sur tous les plans, ça passe aussi par la connaissance de soi et donc le bien-être dans la tête. Et pour ça, j'ai, en ce moment, créé un nouveau projet de podcast. Donc, ce podcast s'appelle «Mange, vis, aime». Et alors vie, V-I-E, donc le mot vie n'est pas conjugué, volontairement, mais c'est pour mettre vraiment la vie au centre de ce projet et donc pour vivre pleinement sa vie comme la fameuse famille, de Maupetit, en Polynésie française. Et l'idée, c'est vraiment de prendre confiance en soi parce qu'en nous connaissant, mieux nous-mêmes, on arrive à mieux répondre à nos besoins et donc on a confiance et on aborde la vie, avec, un autre état d'esprit. Merci de ton témoignage et vous retrouverez dans la description de cette interview tous les éléments pour contacter Laura, Madame Shiitake, la suivre sur son podcast et suivre ses aventures. Bah, merci beaucoup à toi Ophélie, encore une fois de m'avoir invitée. C'est une vraie opportunité et j'ai réduit ma zone d'inconnu en participant à cette interview avec toi. Merci à toi. Et je vous invite à nous mettre un pouce et à choisir les prochains sujets que l'on abordera chez Frico Féminin en remplissant le petit sondage que vous trouverez dans la description et en me faisant part de vos commentaires. Belle journée à vous.